Tout le monde. Donc, aujourd'hui, on veut vous parler des régimes de retraite. C'est pas un sujet qui est toujours sexy, mais on se rappellera que le rapport Damour a été déposé il y a 7 mois. Donc, évidemment, M. Damour, le premier, a déploré le fait qu'il n'y a toujours rien de fait. On avait, dès le début, Christian Dubé avait dit que c'est important d'agir puis d'adopter un projet de loi avant la fin de l'année 2013. Donc, c'est au cours des prochaines semaines que ça va jouer pour ce qui est du projet de loi là, qui doit être déposé. Ce que disait, grosso modo, le rapport Damour, c'est qu'il y a une véritable bombe à retardement quand on regarde les déficits dans tous les régimes de retraite publics, mais en particulier dans les municipalités où le déficit s'élève à 5 milliards de dollars. C'est pas rien, là, c'est beaucoup d'argent. Ce qui est important aussi que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il n'y a pas 50 solutions. Dans le fond, là, il y a 2 possibilités. Ou on s'entend avec les employés qui ont la chance d'avoir un régime de retraite pour régler le déficit, ou c'est l'ensemble des contribuables qui vont payer pour renflouer le déficit. Puis il faut comprendre que si on ne prend pas de décision, dans le fond, c'est la deuxième possibilité qui s'applique. Donc, la non-décision, c'est une décision, finalement. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on a vécu ce qui est arrivé avec la taxe scolaire. Mme Marois a sous-contracté des hausses de taxes scolaires aux commissions scolaires. On ne voudrait pas se retrouver dans une situation où Mme Marois sous-contracte des hausses de taxes municipales aux municipalités. Là, il faut comprendre, là, il y a un problème. Soit qu'on donne les outils aux municipalités pour régler le problème avec leurs employés, soit on pèle encore le problème dans les poches des contribuables. Ce qui est important de dire aussi, c'est que notre projet de loi qu'on a déposé aujourd'hui a 2 objectifs. Premier objectif, c'est sauver les régimes de retraite. Nous, on tient à les garder, ces régimes de retraite, même s'ils ont des déficits énormes. Le deuxième objectif, c'est éviter, encore une fois, de faire payer les contribuables. Donc, ce qu'on propose dans le projet de loi, c'est de dire on se donne une année, l'année civile 2014, pour que les municipalités négocient avec les syndicats. On souhaite que les municipalités s'entendent avec les syndicats, mais s'il n'y a pas d'entente, on veut leur donner la capacité de fixer les conditions pour que le déficit soit résorbé sur une période de 15 ans. Ça veut dire que si, concrètement, on a une entente sur 3 ans ou sur 4 ans, bien, il faudra que 3 ou 4 quinzièmes du problème soient réglés dans la prochaine convention collective. Donc, moi, je termine en vous disant, il y a des gens qui vont peut-être penser que c'est dur de donner ce pouvoir-là aux municipalités, mais je pense que les nouveaux élus, parce que les élections sont en fin de semaine, vont avoir toute la légitimité pour agir dans l'intérêt commun des citoyens de leur municipalité. Et moi, je fais appel là, au sens des responsabilités et de Mme Marois et de M. Couillard. On ne peut pas continuer de pelleter ce problème-là par en avant. C'est une question d'équité entre les générations. Sur ce, je passe la parole à mon collègue Christian Dubé, député de Lévis. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Legault quand il dit que les régimes de retraite, c'est pas sexy. Moi, je trouve ça très sexy en passant, je dois le dire. En fait, le projet de loi 497, pourquoi il est important aujourd'hui? Je vous parlerai d'échéancier. Rappelez-vous, lorsque la commission sur les régimes de retraite qui a fait suite au rapport Damour, on était au mois de septembre. Puis pourquoi on était rentré plus tôt cet été? C'est parce qu'on disait qu'il faut se donner le temps d'agir cet automne. Et on a dit très bien, on va rentrer plus tôt, on va avoir la discussion, on va avoir toutes les municipalités, les syndicats sont venus, et c'est sensiblement les mêmes intervenants qui sont venus durant le temps du rapport Damour aussi. Fait que si on regarde, il y a eu à peu près pour 18 mois de consultation. Et rappelez-vous ce que l'Union des municipalités a dit à la sortie le 19 septembre. Ils ont dit, il faut agir, il y a urgence d'agir. Et pourquoi on a fait tout ce travail-là cet été, puis qu'on était très déçus que le rapport de la Commission n'a pas pris en compte nos recommandations au minimum d'agir dans les municipalités, c'est qu'effectivement, comme M. Legault vient de dire, lundi prochain, après les élections, les élus, ils nous demandent, c'est pas juste M. Labaume qui demande ça, c'est l'Union des municipalités qui disent, dans toutes les municipalités, on a un problème, on a des nouveaux élus qui vont être élus pour 4 ans.
Et pour 4 ans, si on commence à travailler tout de suite, la première année où va s'appliquer la négociation, il y a déjà une année de passé. Si c'est un petit peu plus long, peu importe ce qui arrive, il faut mettre en place. Donc, il faut donner aux élus, et je reviens sur l'échéancier, il faut leur donner cet outil-là maintenant, au début de leur mandat, pour que dans leurs 4 ans de mandat, ils soient capables de le faire. Puis là, je pense ici à M. Spénard qui a déposé une charte des municipalités cette semaine. Je regarde tout le travail qu'on a fait en commission d'administration publique avec Marc Picard. Tout ça arrive ensemble. Et cet automne, il faut profiter le temps qu'on a, nous, comme législateurs. On a ce temps-là, cet automne. Puis je ne dirais pas que le projet de loi qu'on a décidé ce matin, déposé ce matin, il est parfait. Je vous dis même qu'on est ouvert à le bonifier. Mais il y a eu assez de consultations. Là, c'est le temps que ce soit le gouvernement qui en prenne charge. Ils peuvent l'appeler et on l'a déposé à temps pour qu'il y ait tout le temps à être négocié dans les prochaines semaines. Alors, à ce moment-là, si jamais le gouvernement n'a pas ce courage politique, c'est ce que j'ai dit en Chambre ce matin, bien là, comme M. Legault a dit tout à l'heure, bien, on aura d'autres choix que de dire, bien, on repousse le problème des municipalités, puis ils seront obligés d'augmenter les taxes municipales, exactement ce qu'on a vu avec les taxes scolaires. Alors, on dit, là, regardez, là, on peut le faire, on a le temps pour le faire, on a tous les outils, puis je ne serais pas surpris que vous allez avoir l'Union des municipalités qui vont revenir encore aujourd'hui, ils vont dire, s'il vous plaît, agissez maintenant, on a le temps de le faire. Alors moi, c'était juste cette question d'échéancier-là que je voulais remettre sur la table. Intervenant aujourd'hui par le dépôt d'un projet de loi officiel, est-ce que vous ne vous trouvez pas donner un appui très officiel à M. Labaume aussi pendant cette campagne électorale? Moi, je vous dis, puis j'ai insisté, M. Labaume, c'est probablement celui qui est le porte-parole en ce moment, qui a été le plus vocal. Mais je vous dirais qu'il faut élargir ça, parce que là, vous savez, quand M. Forêt, c'est celui, que j'ai cité ce matin en Chambre, il a dit, écoutez, après 18 mois, la commission a accouché, c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Alors, c'est pas uniquement M. Labaume qui demande ça, c'est le maire de Sherbrooke, c'est l'Union des municipalités. C'est un problème, M. Legault l'a dit tantôt, c'est un problème de 5 milliards. Alors donc, oui, monsieur, on l'entend beaucoup, M. Labaume, mais on entend tous les autres maires aussi qui veulent une solution rapidement. C'est pas le couteau sur la gorge des syndicats que vous mettez ce matin en supposant que le projet de loi soit adopté. Les municipalités, avec un délai d'1 an, pourraient dire, bon, on va attendre 1 an, puis après, on va imposer nos conditions. Ce qui est intéressant, M. Caron, ce que je trouve votre point intéressant, c'est que c'est pas comme si on avait inventé la règle. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris dans le projet de loi, là, quand vous aurez quelques minutes pour le regarder, on a pris les 4 recommandations importantes qui se rapportent aux municipalités et on les a mis dans notre projet de loi. Donc, c'est pas nous qui avons inventé, pris une mesure, puis on a dit, c'est la coalition qui dit, vous devez faire ça. Donc, ce qu'on a fait, alors sur la mesure de donner un temps raisonnable, et c'est dans ce sens-là que je ne veux pas commencer à négocier aujourd'hui avec Mme Maltais, mais dans le rapport d'Amour, rappelez-vous qu'une des choses qu'ils ont dit sur ce point-là, c'est qu'on devait donner 3 ans pour négocier. Vous vous rappelez, ça a été amplement dit. Nous, on est allé à 1 an parce que quand les maires sont venus dans la 2e période, ils nous ont dit 3 ans, c'est long, on a un mandat de 4 ans. Rappelez-vous? Fait que nous, ce qu'on a mis dans le projet de loi, après avoir discuté avec l'Union des municipalités, on a dit, c'est peut-être mieux d'y aller 1 an. Si ça finit à 18 mois, je peux vous dire que l'essentiel serait là quand même. Alors, c'est pour ça que c'est avec une ouverture, mais il faut en parler là. Il faut pas attendre l'année prochaine, parce que l'année prochaine, le temps qu'on mette ça en application, ça peut être long. Rapport de force reste-t-il au syndicat? C'est un peu la question aussi. Juste parce que, dans le fond, là, oui. Dans le fond, là, il y a comme un vice de forme dans la structure. Quand on regarde les employés du gouvernement du Québec, on l'a vu cet été dans la construction, quand on n'est pas capable de s'entendre, il y a un pouvoir qui est donné au gouvernement de décréter les conditions. Dans les municipalités, ça n'existe pas. Quand on regarde la petite histoire des municipalités, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui au fait que les employés dans les municipalités ont des salaires en moyenne qui sont 30 % plus élevés que les mêmes postes au gouvernement du Québec. Donc, il y a un problème au niveau des salaires, puis il y a un problème au niveau des déficits de régime de retraite, parce que les municipalités, puis comptez-vous pas d'histoire, là, en privé, j'en ai rencontré beaucoup de maires, sont tous d'accord avec notre projet de loi. Le seul problème, c'est qu'il y en a moins, peut-être, qui ont le courage de le dire publiquement. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que Mme Marois et M. Couillard n'ont pas de courage. Et c'est là que la coalition, encore une fois, on prend
le leadership, on exerce un sens des responsabilités en disant, c'est peut-être pas populaire là, partout avec ce genre de projet de loi-là, mais on n'a pas le choix. Sinon, c'est encore les contribuables qui vont payer. Puis là, les contribuables sont étouffés. Moi, quand je vois Mme Marois depuis quelques semaines là, faire des annonces de centaines de millions, de milliards avec de l'argent qu'elle n'a pas, mais qu'elle renie toujours sa promesse d'abolir la taxe santé pour tous les Québécois, je l'entendais dire ce matin, c'est extraordinaire, on a aboli la taxe pour ceux qui gagnent moins de 18 000 par année. Donc, les mauvais riches, là, qui gagnent plus de 18 000 par année, vous allez continuer de payer la taxe santé. À un moment donné, là, il faut être capable de faire face à nos responsabilités. Il faut donner les moyens aux municipalités pour faire face à leurs responsabilités. Pour bien comprendre, l'histoire des négociations dans le secteur municipal démontre que, dans le fond, le rapport de force, c'est toujours les syndiqués qui ont eu le gros bout du bâton, puis il est temps maintenant de donner un meilleur rapport de force aux élus. Exactement. Il faut équilibrer le rapport de force. Là. Tu sais, il y a plein d'exemples. Rappelez-vous la ville de Verdun. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas vraiment de loi sur les services essentiels. On se retrouve dans une situation où, comment ça s'appelle, quand il y a un arbitrage, on s'enligne sur la municipalité qui a les plus hauts salaires. En pratique, là, je veux dire, il faut se dire la vérité. C'est normal que les employés municipaux gagnent 30 de plus cher que les employés au gouvernement du Québec? C'est normal qu'on ait 5 milliards de déficit d'un régime de retraite, puis qu'on est en train de penser là, à dire la majorité des contribuables qui n'ont même pas la chance d'avoir un régime de retraite, vous allez payer pour ce déficit-là. Il faut être responsable. Est-ce que, pour le cas particulier de Montréal, durant la campagne, c'est d'ailleurs assez contrastant, là, pendant que Régis Labaume met sa campagne sur ce thème-là, à Montréal, il a été à peu près pas question de ce sujet-là, même que, dans certains cas, on a entendu Denis Coderre se satisfaire un petit peu des conditions là, qui ont été adoptées dans le passé par rapport à ça, des mesures qui ont été prises. Considérez-vous que... Le problème est au moins aussi grave à Montréal qu'à Québec. Dites-vous ça, là. Il est au moins aussi grave, le déficit des régimes de retraite, toute proportion gardée, à Montréal qu'à Québec. Donc, que les candidats veuillent moins en parler, c'est leur choix, mais ils vont être pris le lendemain de l'élection avec le problème dans leurs mains, là. Que vous mettez dans le projet de loi, dans l'éventualité où il n'y a pas d'entente après l'expiration du délai d'1 an, est-ce que ces conditions-là sont tout à fait conformes à ce qui était recommandé par ailleurs dans le rapport d'Amour, ou vous reprenez exactement les conditions, mais donc le rapport d'Amour proposait du 3 ans? Oubliez pas aussi que les maires là, sont élus. Si ils vont pas selon la volonté ou l'intérêt commun, ils vont se le faire dire la prochaine fois qu'ils vont se présenter. Donc, il faut quand même dire, là, surtout après une élection, ils ont toute la légitimité pour décréter des conditions qui sont raisonnables compte tenu de la capacité de payer des contribuables, puis des salaires, puis de la rémunération qui est donnée à leurs employés. Vous imposeriez, si la loi est adoptée, vous leur imposeriez les conditions d'un règlement? Non, je comprends. Il faut comprendre, là, il y a des municipalités qui en... Non, regardez, il y a des municipalités qui n'en ont pas de déficit. Okay? Il y a des municipalités, là, prenez, par exemple, Drummondville, il n'y en a pas de déficit de régime de retraite. Donc, eux autres, ça va être pour mal plus facile. Mais il y a d'autres municipalités qui ont des déficits énormes, là, presque 100 000 $ par employé. Bien, là, qu'est-ce qu'on fait? On le dit, vous allez négocier une entente sur 15 ans pour résorber ce déficit-là. Ça veut dire que si vous signez une entente de 3 ans, il faut qu'il y en ait 3/15e de régler. Donc, c'est raisonnable. S'il n'y a pas d'entente, vous fixez dans la loi, sauf erreur, les conditions... Non. Ce qu'on dit dans la loi, c'est qu'on donne la capacité à la municipalité de fixer les conditions de travail de façon telle que le déficit soit amorti sur 15 ans. Aussi, M. Dubé, concernant le subvenant qui a été envoyé. Oui. Est-ce que c'est plus intéressant que les régimes de retraite, peut-être? Moi, j'étais juste sur les régimes de retraite. Mais donc, les moyens dont disposeraient les municipalités pour imposer des conditions, à part les hausses de cotisation, vous privilégiez quoi? Bien, écoutez,
ce que M. Legault disait tout à l'heure, c'est la beauté du rapport d'Amour sur cette recommandation-là. C'est que si on demande un effort aux retraités, aux employés, il faut que la Ville fasse le même effort. Alors, c'est pas juste de décréter, mais si, par exemple, vous diminuez l'indexation, si, par exemple, vous augmentez l'âge de la retraite, peu importe les modifications que vous faites, vous quantifiez l'effort que vous demandez et la municipalité doit faire la même chose. Alors, c'est pas un décret juste d'un côté et c'est ça qui est important dans le rapport d'Amour, c'est que nous, on a dit cette logique-là, ce respect-là de l'employeur-employé à 50-50 est là, et nous, on veut le respecter. Ça veut dire que dans des municipalités où ils n'ont pas de problème avec l'indexation, bien, ils n'ont pas besoin, le gouvernement du Québec n'a pas besoin de dire « vous devriez faire telle chose avec l'indexation ». Mais ce que D'Amour a dit, si vous enlevez des bénéfices, il faut que vous compensiez les travailleurs à raison de 50-50. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement une acceptation de l'UMQ, de toutes les municipalités. On dit c'est ça qu'on veut. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, la différence, c'est entre le 3 ans et 1 an. C'est la seule différence qu'il y a dans notre recommandation de projet de loi avec le rapport d'Amour. Et c'est pour ça que je pense que le milieu deviendrait peut-être un élément rapide d'acceptation de tout le monde. Sur le timing, oui, c'est ça. Mais sur le timing, là, Jean-Marc vous l'a demandé tout à l'heure, c'est quand même pas anodin. Madame Maltais, tout à l'heure, elle a parlé de partisanerie. Là, je sais pas, elle n'a pas précisé exactement sa pensée là-dessus. Mais le timing n'est pas anodin du dépôt de votre projet de loi. Il y a une élection en fin de semaine. C'est l'enjeu principal de la campagne de M. Labaume. Vous arrivez, je ne veux pas dire avec vos gros sabots, mais quand même, ça vient quand même encourager la campagne de M. Labaume. Bien, si je peux me permettre, puis mon chef pourra renchérir, mais ce qui est important, c'est d'être avant le 15 novembre. Parce qu'un projet de loi, pour qu'il fasse partie de l'agenda, doit se faire avant le 15 novembre. Alors nous, imaginez-vous, on avait des rumeurs d'élection il y a quelques semaines. Ça aurait pu. Alors nous, ce qu'on s'est assuré, c'est qu'on déposait notre projet de loi à temps pour qu'il puisse être à l'agenda. Ah, ça aurait pu, mais la journée... Être la semaine dernière. Ça aurait pu... Oui, justement. Ah, mais là, si la préoccupation, c'est pas intervenir... Ce que je vous dirais, ce qui est important, c'est qu'il soit là maintenant. Avant le 15 pour être sûr que là, le gouvernement ne peut pas dire le 16 novembre, « Ah, désolé, je ne peux pas le mettre à l'agenda, on ne peut pas commencer l'accord de principe, l'article par article. » Là, tout est là. Il est là, ils peuvent juste le prendre puis le bonifier, puis on va se rendre disponible. Et quand même, malgré tout, l'opposition, les gens qui font campagne de l'opposition à Québec doivent comprendre le message. Bien, écoutez, là, puis vous parlez beaucoup de Québec. Vous allez voir la réaction de l'UMQ. Vous allez voir que c'est pas la seule municipalité au Québec. Il y en a pour 5 milliards de problèmes là, qui est répartis dans toutes les municipalités. Écoutez, on parle de 122 régimes de retraite. On parle de 100 000 employés municipaux. On parle, ce qui équivaut à peu près, là, pour les 100 000 employés, à peu près de 75 à 80 000 $ par employé municipal. Alors, c'est pas juste la Ville de Québec. M. Labaume a pris le flambeau, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont hâte de voir ce projet de loi-là en place. Et M. Dubé, la ministre du Travail, a signalé tout à l'heure qu'elle s'en venait avec un plan là, tout de suite après l'élection municipale. On comprend que vous n'avez aucune confiance dans le plan que Mme Maltais vous a promis. Savez-vous la différence entre un plan d'action puis un vrai projet de loi? C'est que ça soit des mesures concrètes puis que ça soit exécutable. On peut faire tous les beaux plans d'action que vous voulez s'il n'y a pas de mesures concrètes. Moi, elle nous a accusés ce matin d'être un plan d'action. Regardez notre projet de loi, vous allez voir les mesures concrètes. On vient d'en discuter une qui dit qu'il faut que ça décrète au bout d'un an. C'est pair en termes. Ça, c'est des mesures concrètes. Alors, on va attendre de voir ce qu'elle va donner la semaine prochaine, mais je peux vous dire qu'elle a devant elle des mesures concrètes qui peuvent être appliquées. Il n'y aura pas dans cette voie-là. Vous êtes un peu seul, vous, à la CAQ. Ben, écoutez, elle a déjà changé d'idée, Mme Maltais, sur certaines choses. On va lui donner quelques jours. On va regarder mardi qu'est-ce qu'elle va déposer. Puis peut-être revenir sur la question, là, c'est qu'il n'y a pas 56 000 manières de régler le problème. Voilà. Ou on donne le pouvoir aux municipalités de régler ça avec leurs propres employés, ou ce sont les contribuables, d'une façon ou d'une autre, qui vont payer. Puis quand Mme Marois puis M. Couillard disent « Nous, on n'est pas prêts à donner ce pouvoir-là aux municipalités », ce qu'ils disent indirectement, c'est « On est prêt à faire payer l'ensemble des contribuables ». Puis nous, on pense, là, les contribuables sont déjà étouffés fiscalement.
Donc, il faut être capable, à un moment donné, de se donner les moyens de faire payer ceux qui ont la chance d'avoir un régime de retraite. Véronique, sur le régime. Oui, c'est ça. Je voulais savoir quelles sont vos raisons. Quelles sont vos raisons qui vous ont poussé à agir de cette façon-là? Écoutez, moi, je trouve que vous connaissez, là, la transparence de l'information pour être capable d'apprécier la gestion du gouvernement, c'est prioritaire. On demande des chiffres. Moi, je demande des chiffres sur les organismes, autres que budgétaires, sur les fonds spéciaux qui représentent maintenant plus de 30 milliards du budget. Le gouvernement, d'un côté, ne peut pas dire, écoutez, vous l'avez entendu, M. Marceau, tantôt, là, au début de son point de presse, regardez, on ne contrôle pas les revenus, mais on contrôle les dépenses. Puis ce qu'ils disent, quand ils contrôlent les dépenses, ils vous donnent juste une partie des dépenses. Quand on regarde les dépenses consolidées, tout d'un coup, c'est un autre chiffre. Alors moi, je me dis, avant de mentir à la population, puis de dire qu'on est les meilleurs à gérer les dépenses, voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner toutes les dépenses pour qu'on puisse, nous, faire cette appréciation-là? Alors aujourd'hui, qu'on en soit rendu après 6 mois, après avoir demandé des chiffres qui sont tout à fait normaux de demander, c'est 30 milliards du 90, là. C'est pas un petit budget de 10 millions ou un petit organisme. On parle de 100 organismes. Puis, jusqu'à la fin, il y a 2 semaines, même la Commission des finances publiques était unanime à fournir ces chiffres-là. Et vous vous souvenez, quand la sortie que j'ai faite, que c'est le directeur de cabinet qui a dit, bien, dans le fond, on ne veut pas les donner. Bien là, à un moment donné, là, il y a une fin. Et nous, on a dit, s'il faut envoyer un subpénat, on va envoyer un subpénat. Si vous me demandez si je trouve ça drôle d'envoyer un subpénat à notre ministre des Finances, c'était pas notre choix. Mais là, il nous a pas donné le choix et on va voir les chiffres. Et là, on pourra discuter réellement, le 20 novembre, c'est quoi la croissance des dépenses. C'est comme ça. Exemple? M. Dubé, je voulais juste vous entendre sur les écoutes électroniques devant la commission Charbonneau, puis l'implication de M. Arsenault dans la gestion des dossiers de financement. Je veux savoir, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un président de CA le président du CA du Fonds ait les 2 mains, je dirais pas sur le volant, mais en tout cas au moins dans les dossiers dans ce qui se ficelle comme le dossier de financement. Je pourrais le prendre parce que j'aimerais commenter aussi, parce vous savez qu'on a une commission la semaine prochaine. Bien, c'est ça. Là. Rappelons qu'on était les premiers à demander de recevoir les dirigeants du Fonds en commission parlementaire. J'avoue que j'aurais préféré avoir M. Bolduc que M. Arsenault, parce que justement, ce qu'on veut se faire dire, c'est qu'il n'y a pas d'interférence de la FTQ dans la gouvernance du Fonds de solidarité. Bien, bon. M. Arsenault a décidé que c'est lui qui viendrait la semaine prochaine. Mais je vous rappelle que dans un premier temps, Stéphane Bédard s'était opposé à ce qu'on reçoive les dirigeants du Fonds de solidarité. Qu'est-ce que le Parti québécois a caché? Moi, je pense qu'actuellement, de toute évidence, avec ce qu'on entend tous les jours à la commission Charbonneau, c'est normal d'avoir des préoccupations. Ce qu'on veut, c'est de se faire assurer, de se faire expliquer comment on s'assure que les décisions concernant les dossiers qui sont déposés au Fonds de solidarité ne sont pas influencés par des représentants de la FTQ. Peut-être, effectivement. Puis je dirais pour compléter, vous savez, en commission parlementaire, quand on fait venir, par exemple, la Société des alcools ou l'Hydro-Québec, c'est les deux qui viennent, c'est-à-dire le représentant du Conseil et le directeur général. Alors, nous, c'est ça qu'on a demandé. J'espère que dans les prochains jours, il y aura effectivement une acceptation de la part du Fonds de solidarité de venir avec les deux, de venir avec le président du Conseil et à venir avec le directeur général, parce que nous, c'est ça qu'on demande. Puis c'est pas un traitement différent qu'on demande au Fonds de solidarité. Je vous donne l'exemple, on le demande à tous les présidents de sociétés d'État quand on leur demande de venir. Alors, comme le gouvernement donne, ou il y a un mécanisme de 150 millions par année qui est donné au Fonds de solidarité, bien, je pense que c'est tout à fait normal de demander au président du Conseil et au directeur général. En fonction de ce qui a été entendu devant la commission Charbonneau, est-ce que vous trouvez ça normal quand vous entendez les enregistrements de M. Arsenault, son implication dans la gestion des dossiers? Je vous dirais que ce n'est pas les fonds? meilleures pratiques, c'est sûr. Si vous regardez l'habituellement, puis il y avait un très bon article d'un de vos collègues ce matin, qui disait un président de conseil, c'est là pour regarder le travail de son équipe de direction, ne doit jamais s'immiscer dans les travaux directs de l'entreprise ou de l'autre. Ben, écoutez, moi, je veux attendre qu'on ait... C'est pour ça qu'on a la commission mardi prochain, qui est le 5.
ça va être intéressant d'entendre la version du président du Conseil. Et j'espère que M. Bolduc, comme M. Legault vient de le dire, sera présent aussi pour donner sa version des faits de ce mur de Chine-là qui est supposé être entre le président du Conseil. Okay, so the public accounts that came out today, how significant are they? How much importance can we actually give to what these numbers that are coming out today? Well, you have to give me the benefits that I didn't have the time that much to look at them. Yes, it's true, but just considering the fact that these are latest March 2013. Yeah. Well, if I may, I think there are a couple of things that we can look at them. Is the fact that they didn't, in fact, meet the target of 1.5. You would say not by that much, but there's still $100 million that need to be added to the next year. That's the first thing. In terms of growth of expenses, because that's the second point that we just discussed, they have made the target. The one thing we were discussing just in a few minutes when we were coming here, we haven't seen the details. And for example, there is the harmonization of the TVQ. I don't know how it has been accounted, so I would appreciate having a little bit of time to look at, is it really 2.7% of growth in expenses that they have made, or there is a little bit of things. But the key point that I didn't like this morning that M. Marceau has said, and I would like to be very clear, he said again, we have been very good at managing this target, except for $100 million, despite the hole that we had at the beginning of our mandate. You remember this famous hole of $1.5 billion? He never explained that hole. And you remember, we had a little bit of laugh at the last conference because I said, is the hole of the PQ bigger than the hole that we're getting right now? So I don't know if he will be able to explain in November 20th how they have been able to go against this hole where, in my sense, there was not any. So I think there is a little bit of digging in those numbers to answer properly your question. So are the numbers that we're getting today in any way symbolic or an indication of what our finances are now? No, because what you're looking at is our, and François, you can complain on that, but you're looking at the numbers that are ending in March 31st. We all know that the things started to go bad sour after March. So basically, you're looking at the past, and you remember all the employment started to go down, and the revenue are coming down. You see a little bit of those revenues. Overall, I saw quickly the growth in revenue is 2%, and the expenses are 2.7%. You cannot sustain that model. And that was in March. So imagine April, May, June. Those are the reason we're asking those numbers for Mr. Marceau to come, because right now we think that those numbers are a little bit not important as opposed to what we're saying the condition right now. Sorry. That's what I wanted. Okay, that's very clear. Can you explain the subpoena to me, because I don't really understand. I don't really understand why this subpoena would be necessary. We're going to get the mise à jour. There's now saying that this update is going to be coming out perhaps at the beginning of December. So why would it be necessary to send out this? Thank you for the question, because I said earlier that I didn't like to do that, but I think we have to. You see, we received this morning, for the first time after 6 months, the full view of the consolidated expense. And right now, even though Mme Marouet saying we're very pleased that the growth of expenses have been at 1.7%, they are not at 1.7%. They are at 2.5%, 2.6%, because only once a year you see the full face of those consolidated expenses. So right now, why are we at a deficit of $1.8 billion after 3 months? Because there is no control on the expenses, and we need to see the full value of those expenses. So we're saying, Mr. Marceau, when you come to the interpellation, not only with your nice smile, but show us those numbers, and we need those numbers. So that's the reason the subpoena was not only for Mr. Marceau to come, but was for him to bring the documents with him, so that we can have a real discussion on the real growth of expenses. Juste en français sur les comptes publics. Monsieur Legault, vous avez consulté
Est-ce qu'à votre avis, ça démontre que les finances publiques sont en plus de mauvais état que vous anticipez? Je comprends que c'est ce qui est fini l'année je pense que 2013. ce qui est le plus important de dire, là, c'est la période qui est couverte. On parle de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. On sait tous que ça a commencé à mal aller dans l'économie du Québec au début 2013. Donc, évidemment, là, on va le voir, puis c'est pour ça qu'on a besoin d'une mise à jour rapidement. On sait que depuis le début de 2013, ça va pas bien, donc ça va se refléter dans les comptes de 2013-2014. Donc, ce qu'on voit dans les résultats de 2012-2013, c'est qu'ils ont manqué à la cible de 100 millions. Donc, ils sont à 1,6 au lieu de 1,5. Donc, le fameux trou, là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a disparu, le trou qui disait qu'il avait hérité des libéraux. Mais là, c'est qu'est-ce qui se passe en 2013? C'est bon? Ouais. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Excellent. Merci tout le monde. Oui, puis un nice smile.